Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le premier épisode de notre podcast sur l'assassinat de Stevan Markovic, ancien garde du corps d'Alain Delon. Il ne manque rien au scénario, meurtre, complot politique au plus haut sommet de l'État et un casting 5 étoiles, Alain Delon, Georges Pompidou, l'ombre du général de Gaulle et un truand corse tout droit sorti d'un film de gangster. Le mardi 1er octobre 1968 est un jour historique pour la télévision française. Pour la première fois, la publicité, la réclame, comme on dit à l'époque, fait son apparition sur le petit écran. C'est un spot pour le fromage boursin qui fait office de pionnier, juste avant la grand-messe du journal de 20h. Mais à quelques kilomètres de Paris, dans les Yvelines, un groupe de policiers du service régional de police judiciaire de Versailles n'a pas le loisir de s'asseoir devant le poste de télévision. Les enquêteurs sont affairés depuis la mi-journée autour d'un mystérieux cadavre, retrouvé dans une petite zone boisée sur la commune d'Elancourt, entre Trappes et Plaisir. Remontons quelques heures plus tôt. Un ferrailleur du secteur fouine le long de la départementale 58, sur la colline d'Elancourt, au lieu dit la Cavée du Roi. Comme d'habitude, il cherche des objets jetés sur le bord de la route et qui feront peut-être son bonheur. Son œil est attiré par un grand sac en toile de jute, posé en contrebas de la chaussée. À cet endroit, le talus est profond d'une 30aine de mètres, et le lieu est devenu une sorte de décharge sauvage. Le ferrailleur n'a pas besoin de descendre jusqu'au fond de ce petit ravin. Le sac, probablement jeté depuis la chaussée, a été retenu par des branchages. Il s'en approche, sort son petit couteau et entreprend d'ouvrir le sac pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La surprise est de taille. Le ferrailleur distingue le ventre d'un homme. Effrayé, il quitte le lieu de sa découverte et part prévenir la brigade de gendarmerie la plus proche, dans la commune de Pontchartrain. Quelques minutes plus tard, une patrouille arrive sur place et les militaires descendent à leur tour dans la ravine. Agglutinés autour du sac, ils procèdent aux premières constatations. Damien, les gendarmes ouvrent complètement le sac en toile de jute. D'abord, il constate que non seulement le corps a été placé dans ce sac, mais qu'il a aussi été empaqueté dans une housse de matelas en plastique. Le corps est en bon état de conservation, donc il n'est sans doute pas là depuis très longtemps. En revanche, le visage et le crâne portent des traces de coups d'une grande violence. La mâchoire est même presque arrachée. La victime est un homme qui mesure 1m78 et semble âgé d'environ 30-35 ans. Dans leur procès verbal, les gendarmes notent qu'il a les cheveux châtains, les yeux verts et une carrure plutôt imposante. Ils vont aussi détailler sa tenue vestimentaire. Le cadavre est vêtu d'un pantalon gris, d'une chemisette marron sous un pullover bleu marine et il porte aussi des chaussettes noires. En revanche, il est précisé que l'homme ne porte pas de chaussures. Ils n'ont aucun moyen de savoir qui c'est. Ils espéraient trouver des papiers sur lui ou au moins un indice quelconque, mais aucun document d'identité, pas de portefeuille, pas d'argent, pas de montre, pas de bijoux, rien du tout. Avisé par les gendarmes de ce qui apparaît comme un homicide, le procureur de Versailles décide de saisir le SRPJ. Les hommes de la police judiciaire se mettent donc à enquêter. Et ils commencent, comme c'est l'usage, par une enquête de voisinage. Un premier témoignage attire leur attention, celui d'une femme qui a l'habitude de promener son chien dans le secteur. Elle leur indique que le sac en toile de jute, donc le corps, avait déjà retenu son attention le 27 septembre, soit 5 jours avant la découverte du ferrailleur. Elle s'en souvient puisqu'elle avait repéré une paire de chaussures noires à côté du sac, et elle s'était dit que c'était étrange. Plus étrange, les enquêteurs n'ont pas trouvé ces chaussures. La paire de souliers a donc disparu entre le 27 septembre et le 1er octobre. Où est-elle passée ? Les enquêteurs veulent en priorité identifier la victime. Ils prélèvent les empreintes digitales du cadavre pour les comparer à celles présentes dans le fichier national. En attendant les résultats, une autopsie est ordonnée.
À l'Institut médico-légal, où le corps a été transporté, le médecin légiste établit que la mort remonterait à quelques jours seulement avant sa découverte. En tout cas, à moins d'une semaine. Les légistes confirment la violence des coups reçus par la victime. Son crâne a été enfoncé, le visage est lui marqué par des hématomes et des plaies nombreuses, et comme l'avaient déjà constaté les gendarmes, la mâchoire est en partie arrachée. De l'intérieur de la bouche de la victime, un médecin légiste extrait une boule de coton imbibée de sang. Dans ses conclusions, l'expert affirme que le décès est dû à un traumatisme crânien important, conséquence de graves lésions provoquées par un objet contondant, lourd et volumineux. Sans en être sûr, le médecin évoque comme arme du crime un marteau ou une masse. Damien, il y a pourtant un problème dans cet examen. Oui, c'est le premier couac de cette enquête qui n'en manquera pas. Cette autopsie est en réalité extrêmement sommaire, tellement que le légiste n'a même pas pris le soin de retourner le corps qui n'a donc été examiné qu'en étant allongé sur le dos. En fait, même les policiers présents n'ont pas l'air de se sentir très concernés par cet examen. Eux, ils pensent à un meurtre de rôdeur ou plus sûrement à un règlement de compte entre marginaux. Bref, pour eux, c'est pas clairement l'affaire du siècle. Pourtant, le commissaire Bardon de la police judiciaire de Versailles, qui assiste à l'autopsie, va tiquer sur un détail. Oui, parce que comme il est d'usage dans toutes les autopsies, on va disséquer le cadavre quand même. Alors, on ouvre la boîte crânienne pour examiner le cerveau, et là, le commissaire qui assiste à l'autopsie se souvient d'avoir été frappé par l'aspect de cet organe qu'il décrira plus tard comme une framboise écrasée. Alors, au-delà de l'image, c'est surtout que cet aspect lui rappelle une précédente affaire qu'il a traitée où la victime avait reçu une balle dans la tête. Mais malgré ce pressentiment, cette impression, il ne dit rien au médecin légiste. Quelques jours après l'autopsie, les empreintes digitales de la victime parlent. Cet homme s'appelle Stevan Marković. Il est né le 18 mai 1937, à Belgrade, la capitale de l'ancienne Yougoslavie. Quand il est tué, Stevan Marković est donc âgé de 31 ans. En France, il a le statut de réfugié politique. Il a quitté sa Yougoslavie natale en 1958. À l'époque, son pays vit sous le régime autoritaire du maréchal Tito. Il est issu d'une famille plutôt bourgeoise, son père est fonctionnaire et travaille à l'inspection des finances. Sa mère, soupçonnée de comploter contre le pouvoir en place, a été arrêtée et condamnée à l'exil. Le jeune Stevan a des envies d'ailleurs. Contrairement à son frère qui est entré dans l'armée, il décide de quitter les Balkans. Direction la France, où il franchit clandestinement la frontière près de Nice. Il ne reste pas longtemps sur la Côte d'Azur et s'installe dans une pension de famille à Paris, rue du Faubourg-Montmartre, dans le 9e arrondissement. Jeune, séduisant, Stevan ne tarde pas à jouer de ses charmes et à les vendre et devient gigolo, fréquentant des femmes fortunées. Il s'essaie un temps à un travail plus traditionnel dans les usines Renault, à Billancourt. Mais l'oiseau de nuit qu'il est, attiré par les soirées en discothèque et le champagne, quitte très vite le travail à la chaîne. Quand il ne traîne pas dans les soirées mondaines en quête d'une riche veuve ou d'une femme cherchant une aventure extra-conjugale, Stevan Marković s'essaie aussi au métier de photostoppeur. Muni d'un appareil photo, il passe l'été sur la Riviera ou à Biarritz, et l'hiver dans les stations de ski pour prendre quelques clichés de vacanciers qu'il leur vend ensuite. Pour résumer, Marković aime l'argent, le luxe et les femmes. Comment donc le petit immigré yougoslave habitué au palace se retrouve-t-il exécuté et empaqueté dans une décharge publique des Yvelines ? Damien, si les empreintes de Stevan Marković ont matché dans le fichier, c'est parce qu'il a un casier judiciaire. Oui, en 1962, il a fait un premier séjour en prison après une série de rixes de bagarres dans la région de Chambéry, en Savoie. Il a aussi fréquenté les geôles belges en 1964 à Namur et il a de nouveau fait parler de lui en 1967, c'est-à-dire l'année précédant sa mort, encore dans les Alpes, cette fois-ci à Annecy, où il est arrêté à la suite de plusieurs cambriolages commis dans des palaces de la région. Mais l'immense surprise de cette affaire apparaît quand les enquêteurs découvrent la dernière adresse connue de Stevan Marković. Découverte aussi surprenante que capitale, l'homme est domicilié à Paris, au numéro 22 de la rue de Messine, dans le 8e arrondissement, entre le boulevard Haussmann et le parc Monceau. Non seulement l'adresse est plutôt chic, mais c'est surtout celle du domicile d'un certain Alain Delon. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'affaire Marković, Showbiz et affaire d'État.
Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.